Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Point. Le Point est cette tribune, mesdames et messieurs, consacrée aux journalistes et aux analystes politiques pour décrypter l'actualité aussi bien nationale qu'internationale. Ce soir, 4 sujets vont retenir notre attention. Le tout premier sera relatif au procès de Laurent Gbagbo qui se tient actuellement à l'arrêt. En deuxième partie d'émission, nous parlerons, mesdames et messieurs, du 11e anniversaire du décès de l'ex-chef de l'État togolais Gnassingbé Yadema. Et tout juste après, on replantera le décor, mesdames et messieurs, avec le sujet qui continue de susciter beaucoup de polémiques au Togo. Je vais parler du sujet lié au chef de pile de l'opposition. Et enfin, nous parlerons de problèmes du prochain congrès à la Fédération togolaise de football. Pour nous accompagner, mesdames et messieurs, nous recevons ce soir Dominique Alizou. Il est directeur de publication du journal Chronique de la semaine. Dominique, bonsoir. Bonsoir. Également sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous avons Acha Ibrahim. Lui, il est par contre le directeur de publication du journal Temps Nouveau. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir. Voilà, les présentations faites, mesdames et messieurs, nous allons planter le décor avec le tout premier sujet. Vous le savez, depuis quelques jours, le procès de l'ancien chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo s'est ouvert à Alaye, un procès qui suscite beaucoup de réactions sur le continent. Nous allons suivre tout juste ce reportage. Tout juste après, on revient avec les confrères ici en plateau pour les analyses. Les Ivoiriens suivent avec intérêt le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé à La Haye, aux Pays-Bas. Les deux personnalités sont poursuivies pour crimes contre l'humanité pour des violences ayant fait 3000 morts lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Le procès, qui est très suivi en direct sur les antennes d'Africa 24 ou sur les réseaux sociaux, cristallise les opinions. Pour certaines personnes, la culpabilité des prévenus ne fait aucun doute. Je ne sais pas s'il a tué ou n'a pas tué. Mais s'il ordonne de donner l'article 125 pour brûler les gens, Blé Goudé a ordonné de tuer. Si Gbagbo laisse les gens tuer et sans réagir lui-même en personne, il est pour consentant de ce que les gens ont fait. Même Gbagbo, même là, je l'ai supporté. Mais à la fin, là, il a été méchant. C'est un criminel. Il a tué. Ici, on ne pouvait pas s'asseoir à cause de corps. Même ici, là, il y avait plein de corps ici comme ça. C'est parce qu'ils sont là-bas qu'ils sont en train de miner. Il a donné ordre de tuer. Les positions sont tout aussi tranchées et catégoriques chez les partisans de l'ancien président ivoirien. Pour eux, il est injustement incarcéré et sa libération ne fait aucun doute au terme du procès. Vous savez, quand on défend un innocent, c'est beaucoup plus facile que d'incriminer un innocent. Quelles sont les charges contre lesquelles on m'accuse? On les a vues, on en a vu des preuves, mais quand la défense du président Gbagbo et de Blé Goudé montre ou démontre les accusations avec des preuves à l'appui, 3 ans, c'est vrai, il va falloir beaucoup. Que le procès dure 3-4 ans, c'est peut-être normal parce qu'il y a pas mal de témoins qui vont défiler à la barre. Mais si c'est pour ce que j'ai déjà vu, le procès pourrait se courter très rapidement. Le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé est prévu pour s'étaler sur une longue durée. Pour le pourfendeur des prévenus, comme pour leurs partisans, le temps ne pourra pas altérer leur mobilisation. Chaque camp est convaincu que le verdict sera en sa faveur à l'issue de ce procès historique. Voilà, retour sur ce plateau, chers confrères, vous venez de suivre ce reportage qui retrace un peu l'état d'esprit des populations ivoiriennes alors que se tient le procès de l'ancien chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo. Un procès, Dominique Alizou, que l'intelligence africaine, une grande partie de l'intelligence africaine qualifie de comment on appelle, de farce. Voilà, de farce, voilà. Non, c'est vrai, c'est ce que l'on peut dire. Je pense que ce procès est un test à la CPI. Et la CPI va nous montrer si vraiment elle est une justice impartiale ou partiale. Parce que la crise ivoirienne, tous nous sommes d'accord qu'il y a eu 2 acteurs ou 2 camps. Et les 2 camps étaient armés jusqu'aux dents. Et que les 2 camps se sont affrontés. Est-ce que le camp qui est au pouvoir, notamment le camp Ouattara, et ses armes, il n'y avait que de l'eau dans ces armes, et que quand ils tiraient, jaillissait de l'eau et les gens prenaient du poids. Et c'est quand le camp Gbagbo, ils tiraient que les gens mouraient. Parce que c'est là la problématique de cette histoire. Il est vrai que Gbagbo, à l'issue du scrutin, il a perdu, il n'a pas voulu quitter. Ça a été toute une histoire, c'est vrai. Mais cela ne donne pas quand même raison aux autres de venir avec des armes et pour le déloger. Et je pense que la crise, la solution de la crise, ce n'était pas nécessaire d'aller. Donc, face à cette situation, justement, l'offensive lancée par les autres
qui ont provoqué des morts de part et d'autre. Voilà. Et aujourd'hui, c'est très curieux de constater que les deux camps ne sont pas devant le tribunal pour nous expliquer comment les choses se sont passées pour arriver à ces milliers de morts. Mais c'est un seul camp qui est là. Et on s'interroge si vraiment la CPI est une cour impartiale. Voilà. C'est vraiment dommage et nous avons les yeux braqués pour voir concrètement ce qui va se passer. Ibrahim Attia, comme le disait tantôt le confrère Dominique, on s'interroge de l'absence même du camp d'Alassane Ouattara à cette cour, parce qu'on sait que ce camp également a commis beaucoup d'exactions même avant la crise de post-électorale qu'on a connue, mais c'est vraiment inquiétant cette situation. Oui, mais a priori, il faut dire que cette Cour de justice est en train de jouer sa carte. Et je pense qu'il faudrait quand même qu'au niveau de cette juridiction internationale, que le droit soit dit et qu'il y ait quand même une certaine objectivité, une certaine impartialité. Mais à l'allure où vont les choses, nous sommes inquiets parce que si Mme Fatou Bensouada a pu réunir les preuves contre Gbagbo, on se demande dans les péripéties, les séquences même présentées au niveau de cette cour, est-ce qu'il n'y a pas des acteurs de l'autre camp? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a eu une guerre et que c'est un camp seulement qui a orchestré cette guerre. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux camps, il y a des deux côtés quand même, il y a des gens qui ont fait des forfaits, qui ont commis des exactions. Quand les rapports des institutions des droits de l'homme, si je prends Human Rights Watch, et qui a publié un rapport sur les théories de Dieukou, et il y a Amnesty International qui a présenté aussi les cas graves de violation systématique des droits humains et surtout le meurtre des populations à l'est de la Côte d'Ivoire. Donc on comprend aisément que dans les deux camps, il y a eu quand même des crimes. Et donc s'il faut juger, être beaucoup plus impartial, il fallait quand même qu'il y ait des acteurs ou bien des auteurs de ces crimes-là, des deux camps, au niveau de cette juridiction. Et là, on comprendrait qu'il y a quelque chose de sérieux qui est en train de se faire au point de vue international. Mais quand c'est un camp qui se retrouve là-bas, c'est comme il y avait un complot ourdi depuis les palais des pays occidentaux contre un seul homme. Voilà. Et ça donne d'une manière ou d'une autre raison au camp de Gbagbo qui pensent qu'ils sont plutôt victimes d'un plan savamment orchestré pour pouvoir les sortir du jeu politique ivoirien. Voilà. Et quand on remonte un peu plus en arrière, dans la crise ivoirienne, il faut se souvenir que c'est à la suite des élections présidentielles que la crise, proprement dite, elle existait bel et bien avant ces effectivement, mais c'est les affrontements, même la bataille d'Abidjan a lieu après la crise de post-électorale où, par exemple, le camp Gbagbo ne reconnaissait pas ce que d'autres qualifient de défaite. Aujourd'hui, c'est ça qui cause toujours problème parce que Gbagbo ne reconnaît pas la victoire jusqu'à présent d'Alassane Ouattara. Oui, ça a causé des problèmes, mais ça a engendré des morts. Aujourd'hui, qu'ils reconnaissent ou qu'ils ne reconnaissent pas, il faut le dire qu'il y avait la communauté internationale qui avait suivi de bout en bout ce scrutin, notamment les représentants des Nations Unies, les observateurs de l'UIA, de la CEDEAO, et tous ont suivi de bout en bout ce scrutin et qui aboutit vraiment à une victoire. Tous ont certifié que Ouattara avait gagné. C'était pas unanime, parce que quand nous prenons par exemple l'observation africaine, il y avait notre confrère de l'Union africaine, Kofigo, avait fait comprendre qu'il y avait beaucoup de manquements. Oui, mais le communiqué général sanctionnant le résultat de l'observation déclarait clairement que Ouattara avait gagné ces élections. En tout cas, là n'est pas le problème. Maintenant, si tel est le cas, même à supposer qu'il n'ait pas gagné ou qu'il ait gagné, est-ce que véritablement la solution c'était d'aller avec la force? Parce que Ouattara également avait ses hommes armés jusqu'aux dents et soutenus par la communauté internationale. Or, ce qui est curieux, c'est l'armée régulière qui devait être soutenue. Mais plutôt c'est la rébellion effectivement, qui était plutôt soutenue. Et je vous dis que le camp d'Agban, ils ont un camp peuplé par les civils également et les militaires, mais ce camp, il y a eu un véritable massacre là-bas. Et répété par qui? Répété par les hélicoptères français qui ont massacré, tué les civils, les militaires, c'est des centaines de morts. Même l'attaque du bunker de Gbagbo. Mais ils n'ont pas distribué des bonbons ou bien des gâteaux aux gens là-bas, mais ils ont tiré, tué, massacré. Bon, vraiment. Donc aujourd'hui, s'il faut, moi je vois dans cette crise ou dans cette histoire, si on veut véritablement aller à une justice réelle, il y a trois acteurs.
Il y a d'abord le camp Gbagbo, le camp Ouattara, et puis la France. Et France, effectivement. Puisque la France de Sarkozy était intervenue d'une manière militaire, avec des moyens sophistiqués, et pour renverser les choses, pour que Gbagbo soit aujourd'hui trimballé de la justice. Moi, je dis, la CPI n'est pas en train de rechercher la vraie justice, elle est en train de jouer à sa comédie normale, puisque moi, je dis depuis que cette CPI n'a pas été capable de juger George Bush, qui allait massacrer les Irakiens inutilement. Ils n'ont pas ratifié, le Sarkozy qui allait tuer Kadhafi avec des milliers de Libyens, et que ces gens sont heureux, ils circulent librement, que c'est Gbagbo qui se retrouve là-bas. Castello, Gbagbo, et voilà. Et peut-être quand nous revenons même sur ce truc, Gbagbo, on pourrait peut-être dire que la réaction de Gbagbo est légitime. Parce que quand on voit que les résultats même de la présidentielle ont été proclamés dans le QG d'un certain Alassane Dramane Ouattara, est-ce que ça ne montre pas peut-être que tout était préparé à l'avance, Ibrahim Atia? Non, mais Gbagbo est victime d'un complot ourdi par la communauté internationale. Et pour l'illustrer, je pense que... pas la France. Voilà. Ok, et pour l'illustrer, c'est la comédie qui s'est passée à la suite de ces élections. On vient prendre le président d'une institution chargée d'organiser ces élections, on le prend, on l'amène dans le QG d'un candidat à cette même présidentielle pour qu'il proclame les résultats. Et selon les témoignages qui nous sont parvenus, ce monsieur qui était allé là-bas proclamer les résultats n'avait pas tous les éléments, il n'avait pas encore tout compilé pour pouvoir donner un résultat. Mais comme c'est la communauté internationale qui voulait que ce soit Ouattara qui gagne, donc il allait proclamer. On n'a pas trouvé cela vraiment scandaleux. Et ce qui est encore grave, il y a un conseil constitutionnel qui devait valider ces élections, les résultats de ces élections. Le Conseil a dit non, que ce qui a été fait est nul et non avenu. Donc, ce Conseil devait procéder à la proclamation définitive de ces élections. Et cette commission, ce Conseil constitutionnel plutôt, a proclamé les résultats et on a trouvé que non. Et ce que ce Conseil constitutionnel a fait, ce n'était pas en tout cas normal, parce que ce n'était pas favorable quand même au plan concocté par la communauté internationale vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Et vous avez vu ce que cela a entraîné. Gbagbo a eu même le courage. C'est là où il faut saluer l'élégance d'esprit de ce monsieur qui a demandé qu'on recompte les voix. Vous savez que quand il y a un litige, quand il y a un contentieux à la suite d'une élection, pour départager les gens, il faudrait quand même qu'il y ait des observateurs neutres qui viennent et qui recomptent les voix, qui voient comment les choses sont passées, faire un audit s'il le faut et pouvoir départager les deux camps. Mais quand on amène à la place des observateurs, à la place des gens qui vont venir recompter les voix et faire des choses, à la place de ces gens-là, on amène des hélicoptères, des tanks, des choses, des armes vraiment de destruction massive. Je veux parler des roquettes qu'on a tirées sur le palais de Gbagbo. Eh bien, je pense que vraiment, ce n'était pas quand même de nature à donner raison au camp Ouattara qui pense que Gbagbo avait perdu les élections. Il faut être sincère et je pense que c'est une question de justice. Moi, je ne veux pas de vouloir penser que non, Gbagbo voulait à tout prix rester au pouvoir, même s'il avait perdu ses élections. Ce n'était pas le plan, à mon avis. Et il faudrait quand même que la communauté internationale ne choisisse pas d'avance son camp. Voilà. Ça, c'est important parce que nous sommes dans un continent où nous devons avoir notre souveraineté et nous devons aussi apprendre à être responsables vis-à-vis de tout ce que nous posons comme acte. Dominique Alizou? Ouais, moi, je disais que s'agissant de la façon dont l'élection s'est déroulée, nous n'étions pas là pour être affirmatifs, mais nous nous servons des sources sur place, notamment les observateurs qui étaient là et qui ont indiqué que Gbagbo avait perdu. Ok. Peut-être, contrairement par exemple à la crise haïtienne, où l'élection de René Préval, et non pas René Préval, de Matéli, il a fallu recompter les voix. Quand Gbagbo demandait de recompter les voix, normalement, le pays étant vraiment en crise, c'est-à-dire les esprits étant surchauffés, il fallait accepter cette demande pour véritablement recompter les voix, pour voir si il a gagné ou il a perdu. Maintenant, tel n'a pas été le cas, plutôt c'est du matériel militaire sophistiqué qui a été débarqué pour le déloger, pour le prendre et le mettre dans la main de la CPI. La CPI aurait pu dire non, la crise ivoirienne, il y a deux acteurs majeurs. Pourquoi vous m'amenez seulement
un seul camp. Amenez-moi les autres également. Pour une justice impartiale, une justice réelle, pour permettre aux uns et aux autres de voir qui a fait quoi. Aujourd'hui, Bensouda a fait un travail vraiment partial, qui n'a rien à voir avec le rôle qui incombe à un procureur. Et on entend dire que oui, après l'autre camp aussi sera possible. Mais ça, c'est quelle justice ça? C'est une crise. Il y a eu des acteurs sur le terrain. Que les deux acteurs se retrouvent pour qu'il y ait une vraie justice. Maintenant, vous jugez dans un camp parce que les autres sont au pouvoir. Et quand ils vont quitter le pouvoir, ils ne seront plus au pouvoir. C'est seulement que vous allez juger les autres. Voilà. Est-ce que peut-être même cette attitude ne remet même pas en cause, c'est-à-dire l'existence de cette cour? Moi, j'ai toujours dénoncé cette cour-là. J'ai dit non, cette cour elle est conçue pour servir beaucoup plus des intérêts que de rendre une justice équitable. Et dans ce dossier, nous attendons de voir leur décision. Voilà. Parce que comment ils peuvent rendre une décision dès lors que l'autre camp est peinard? Alors que Gbagbo, je dis, il y a eu des gestions de tirs de part et d'autre. Voilà. Et les civils ont été pris en étau et beaucoup sont morts dans cette histoire. Alors comment on peut nous dire que c'est seulement les armes d'un seul camp qui tuaient, l'autre camp ça ne tuait pas? Voilà. Donc normalement, il est impensable que cette cour-là s'asseye, ou bien les magistrats s'asseyent là-bas pour dire qu'ils sont en train de juger les gens. Voilà. Moi, je pense qu'ils jouent à une comédie. Voilà. Maintenant, le dernier sommet de l'Union africaine, lors comment on appelle, du communiqué sanctionnant les travaux de cette union, les chefs d'État ont décidé de quitter comment on appelle la CPI. Comment vous jugez cette décision? Moi, je pense que c'est une décision lâche et qui n'honore pas ces présidents d'Afrique. Voilà. Mais si vous êtes de leur côté, vous allez le comprendre parce que c'est une question d'intérêt. Sinon, ils ne roulent pas véritablement pour l'intérêt de l'Afrique, c'est pour leur propre intérêt. Il faut le préciser. Ce syndicat d'amis, de présidents, ces potentats-là que nous avons à la tête de nos États, pensent qu'avec l'existence de cette cour, ils sont très menacés, c'est comme le peu de Damoclès sur leur tête. Ils ne peuvent pas brimer leur peuple, ils ne peuvent pas faire en tout cas tout ce qu'ils font pour pouvoir s'éterniser au pouvoir contre la volonté de leur population. Donc ils se disent qu'il y a maintenant un gendarme, et bon, si on ne fait pas attention, il va nous tirer dessus, il va tirer nos oreilles. Et ça fait que même avec l'existence de cette cour a sauvé beaucoup de situations en Afrique, parce que ces chefs d'État ont peur maintenant d'aller vers la haie, et ça fait qu'ils sont beaucoup plus policés dans leur manière de gérer le pouvoir, et surtout de faire, en tout cas, de faire régner, comme on le dit, la paix dans leur pays. Voilà. Mais seulement, c'est le côté, disons, partialité qui se dégage au niveau de cette cour qui inquiète les Africains. Et moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de demander, de mettre en place des mécanismes pour que cette cour ne soit plus une cour, en tout cas, qui a des reflets d'une cour partiale, mais qu'on améliore aussi la façon d'appréhender les gens et les mécanismes pour pouvoir amener cette cour vers une certaine objectivité et surtout à rendre le droit selon les tests prévus par le statut de Rome. En dehors de ça aussi, il faudrait aussi, et c'est le souhait de tous les Africains, aller vers une cour africaine. Mais l'inquiétude là-bas, c'est quoi? C'est que ces cours-là seront inféodés. Voilà, parce que ces chefs d'État, c'est des gens qui sont capables et ils ont toujours montré leur, en tout cas, volonté d'inféoder la justice, de ne pas aller vers la séparation des pouvoirs, comme le définit les règles élémentaires de la démocratie. Donc il faudrait quand même que ces chefs d'État-là, qui n'ont pas de respect pour leur propre justice, pour leur propre juridiction en interne, ne viennent pas amuser la galerie en disant qu'ils vont quitter, en tout cas, la CPI, le statut de Rome. Voilà, et renoncer à leur signature au niveau du statut de Rome. Il faudrait quand même qu'on soit beaucoup plus sérieux. Si on veut aller de l'avant, il faudrait que les gens se montrent beaucoup plus responsables. Parce qu'il y a un point sur lequel je voulais chuter. Si vous êtes dans un pays, on dit que la justice est bancale et que la justice n'est pas juste, on ne bannit pas la justice, on ne ferme pas les tribunaux, on améliore, on prend des dispositions pour améliorer les choses. Voilà, et vous partagez le même point de vue que notre confrère Dominique Alezo? C'est dommage que mon confrère peint en noir ces chefs d'État en les traitant de tous les noms d'oiseaux. Mais pourtant, bon, ils sont eux. Il y a dans les pays des chefs d'État démocratiquement élus qui sont là. C'est vrai que même parfois démocratiquement élus, ils commettent des gaffes, on est d'accord.
Mais est-ce que c'est parce qu'il y a la CPI qu'il n'y a plus de guerre civile en Afrique, dans certaines contrées? Ça n'a pas contribué à diminuer. Ils ont plus peur. Ils ont plus peur. Ils ont plus peur. Ils ont plus peur. C'est dissuasif. Ça ne dissuade en rien. Si ça devait dissuader les gens, Nkurunziza ne devait pas forcer son troisième mandat. Si tel est le cas, que mon confrère parce qu'il y a la CPI, alors tout le monde est réglo. Non, je pense qu'il faut être honnête pour reconnaître que c'est une cour destinée à l'Afrique. Et comment tu peux comprendre que les Occidentaux qui commettent des gaffes, qui peuvent quitter d'un pays pour aller bombarder, tuer des milliers d'individus, et ils sont là, peinants, ils circulent librement, et tu trouves que c'est une cour impartiale, ça? Non. Moi, je dis, nos chefs d'État ont raison de quitter. Parce que on peut pas être dans une association et qu'on ne peut pas créer un truc, et que ce qu'on a créé brime uniquement qu'un camp, et laisse les autres. Si tel est le cas que la Cour devait réagir à chaque fois qu'il y a violation de droits de l'homme, assassinat, crime et autres, mais là, on dira, on est d'accord. Vous voyez ce qui se passe en Palestine. Vous voyez ce qui se passe en Palestine. Vous avez vu ce qui se passe en Irak. Vous prenez l'Irak aujourd'hui, la Syrie, par exemple. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui. Vous prenez ce qui s'est passé en Libye. Vous prenez tous ces cas-là. Eh bien, les acteurs sont là, peinards, ils circulent. Et c'est ça, tu trouves que... Ou bien on a créé la CPI là pour tes chefs d'État, pour que ça leur dissuade. Non, je pense que... Voilà. Et acceptons quand même de reconnaître que c'est une cour vraiment totalement partiale, qui s'occupe uniquement que des Africains, et que ça laisse les autres, les Occidentaux qui décomptent dans leur coin, peinards, et continuer toujours par faire ce qu'ils veulent faire. Voilà. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une cour qui se dit, une cour qui veut rendre la justice internationale, qui a des cas d'assassinat, de crimes odieux, et qu'on ne dit rien, parce que c'est la puissance. Alors là, donc la Cour a été créée pour les faibles. Voilà, très rapidement, on va faire ce dossier. Pour réagir à propos de M. Alizou, je dirais tout simplement que les présidents qui sont à l'origine, en tout cas de cette décision, ou bien de ce vœu de se retirer de la CPI, mais ce sont des présidents qu'on connaît. C'est des gens qui s'accrochent au pouvoir. C'est des gens qui ne veulent pas respecter la volonté de leur pays. De changer la constitution. On va parler à tous les gens qui veulent s'éterniser au pouvoir, s'accrocher au pouvoir contre la volonté de leur population. Si je prends certains présidents que nous respectons en Afrique, mais ils n'ont pas peur de la CPI. Ils savent que quand mon mandat finit, je quitte le pouvoir, je ne mets rien en place pour pouvoir contraindre les gens, pour pouvoir changer la constitution, tripatuer la constitution contre la volonté de la majorité des populations. Ces présidents sont à l'aise, ils n'ont pas peur de la CPI. Ça dérange ceux qui s'accrochent au pouvoir, ceux qui pensent qu'il faut tout faire pour rester au pouvoir, s'accrocher, s'éterniser, mourir au pouvoir, parce que on a des intérêts, on a peur plutôt de... On va avancer rapidement. Voilà, rapidement, on va avancer. Juste pour indiquer que Idriss Déby a modifié sa constitution, et il est pénal là-bas. Il est menacé par qui? Par la CPI. Denis Sassou Nguesso, il a fait. Et Paul Kagame, il a fait. Lui, il en a jusqu'à 2035. Comment ça a été fait? Oui, mais c'est que c'est fait. Que même si, bon, il y a eu des réactions timides, qu'est-ce que la CPI a à foutre dedans? Rien. Donc c'est pour dire qu'il y a une réalité. Pour Nkurunziza, bon, le cas Nkurunziza, nous sommes d'accord que c'est aussi une situation. Parce que à côté, Paul Kagame a changé la constitution, personne n'a dit mot. Mais il a fait dans la règle de l'art, il est passé par un référendum. Mais il t'a dit que lui ne pouvait pas passer par un référendum. Lui, il est passé par un référendum, par la voie légale. Il est passé par des juristes qui disent que l'accord d'Arusha, c'est vrai, l'accord d'Arusha a prévu 2 mandats. Maintenant, la première élection n'était pas une élection directe. Voilà. C'était une élection indirecte avec les parlements, les députés qui ont voté. Donc, il est venu, donc il explique que ce n'est pas, il n'a pas fait 2 mandats selon l'accord d'Arusha, mais sa première élection n'était pas une élection directe. Donc c'est la deuxième élection qui était une élection, donc il a droit encore à un mandat. Mais attends, moi par rapport à lui, un mandat pour partir, et d'autres qui ont juste changé avant le boulevard pour continuer,
jusqu'à leur mort. Voilà. Et bizarrement, mais il faut voir la méthode parce qu'il là-bas, écrase les populations, oui, mais il massacre les justement, populations. quand vous dites qu'il écrase la population, Voilà. il faut faire attention aussi. Il a en face une rébellion armée qui tue, dont on tue aussi ses partisans et ses généraux et ses officiers. Ils tombent sur les balles de cette... Elle n'est pas armée, cette rébellion n'est pas armée comme le régime en place. Non, je dis, reconnaissons quand même que... Elle se défend avec des moyens, mais face à, par exemple, à des armes. Je vous dis que si on a pu tuer un de ces généraux puissants, alors ça veut dire que ce n'est pas des enfants de cœur. Donc c'est une rébellion armée. Je rejoins. Ça se passe un peu partout. Hein. Le ministre cas de des Mango Affaires. on a tué le commissaire. Ça se passe un peu partout. Non, là-bas, c'est un cas particulier où voilà, ses partisans sont tués. Voilà. Ses officiers sont tués. Voilà. Et vraiment, c'est une guerre. Est-ce que c'est pas peut-être à dire, peut-être quand la population se sent menacée, elle doit réagir à un certain moment. C'est pourquoi je dis, dans ce cas, par exemple, si la CP demain doit dire le droit, mais elle doit s'attaquer aux deux camps. Voilà. Puisque là-bas, les deux camps sont armés. Si c'est seulement un camp armé qui brime l'autre camp désarmé ou à main nue, là, il y a matière à discuter. Voilà. Mais si les deux camps sont armés, demain, s'ils veulent dire vraiment le droit. C'est les deux camps. C'est comme le cas kenyan. Après la crise de 2007, la CP a attaqué les deux camps. Uhuru Kenyatta était de la majorité présidentielle et son vice-président et Raila Odinga était de l'opposition. Voilà. Donc ils ont vu que c'est les deux acteurs qui ont poussé la population à la guerre, au massacre, à la violence et autres. Là. Donc là-bas on peut dire que quelque part ils ont fait un travail un peu sérieux. Voilà. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit les laisser, on doit applaudir qu'ils soient là pour primer rien que les Africains et laisser les Blancs. Une dernière question. Oui. Est-ce que cette cour ne défie pas peut-être même l'autorité de nos chefs d'État africains quand nous prenons le problème soudanais avec Omar Béchi qui est poursuivi par un mandat d'arrêt international? C'est Omar Béchi qui les défie. Puisque malgré leur mandat, ils continuent toujours par circuler, par aller là où ils veulent. Mais ce que j'aimerais poser comme question, est-ce que c'est bien d'adresser comme ça un mandat contre le chef d'État d'exercice? C'est pourquoi je dis cette cour, c'est une cour qui est là juste pour les Africains. Voilà. Et donc, ils pensent qu'ils peuvent poursuivre un chef d'État même en exercice. Et c'est ça qui fait que, même si le gars avait envie de partir, de quitter le pouvoir, il se dit, mais si je quitte le pouvoir demain, on va me prendre. Voilà, effectivement. Donc, il vaut mieux faire tout pour m'éterniser. On m'enterre et puis c'est mon cadavre qui sera peut-être rapatrié à la CPI. Voilà. C'est ça. Or, s'ils avaient laissé, c'est vrai qu'il y a eu une crise là-bas, il y a eu... Là aussi, il y a eu une rébellion armée contre le pays, le Soudan. Et le Soudan a une rébellion. Et donc, ces rébellions, ils ne tuent pas. Et aussi, ils ont fait des victimes. Voilà, mais on va avancer. Bizarrement, dans leur... Et là, vous allez voir... Le cas soudanais, c'est beaucoup plus les Américains qui sont derrière. Effectivement. Je vais proposer d'avancer, chers confrères, avec le débat. Nous allons parler cette fois-ci du 11e anniversaire du décès de l'ancien chef de l'État togolais. Je vais parler du général Gnassingbé Eyadema. 11 ans après, qu'est-ce que de Togo est devenu? Avec les confrères, on va essayer d'en parler. D'abord, il faut se souvenir de ce grand homme, de ce général qui a dirigé le Togo durant plusieurs années. Quel bilan retenez-vous, par exemple, du mandat du président Gnassingbé Eyadema? Bon, nous allons dire que Eyadema a marqué d'une manière ou d'une autre l'histoire de notre pays. Et c'est avec Eyadema, si je me réfère un peu à mon cursus, j'ai fait tout le parcours, en tout cas, universitaire du primaire jusqu'à l'université, sous le règne Eyadema. Et je dirais que Eyadema était un président qui, à mon avis, était un homme de parole. Et c'est un monsieur, quand même, qui, à chaque fois que le pays traversait une situation, il essayait, quand même, d'une manière ou d'une autre, de trouver des solutions à ce problème. Il était beaucoup plus et accessible plutôt, et ne s'empêchait pas, quand même, de prendre la parole et de rassurer sa population. Et surtout quand on traversait des situations où les gens voulaient vraiment un repère, voulaient qu'une autorité puisse pouvoir se prononcer et orienter l'ensemble des citoyens. On le sentait toujours présent. Et Eyadema aussi, en dehors de tout ce que nous pouvons dire, était compréhensif parce que quand il parvenait à comprendre une situation, il arrivait à prendre la décision qu'il fallait.
Et de deux aussi, il a beaucoup eu des démêlés avec son opposition. Mais certains opposants qui ont connu la personne savent que quand on l'approche, on arrive quand même à arracher des passerelles. Donc, au-delà en tout cas de l'étiquette de dictateur qu'on donnait à Eyadema, c'était un humain, c'était quelqu'un quand même qui aimait son pays et aimait vraiment sa population. Dominique Alizou? Ouais, le général Eyadema a marqué l'histoire du Togo. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, d'échanger, de boire avec lui. J'ai eu la chance quand même, l'opportunité de le visiter. Et je pense que c'est vraiment un grand homme qui a marqué l'histoire du Togo en bien et en mal. Parce que bon, l'homme n'est jamais parfait à tous les niveaux. Et seulement ce qui m'a marqué, c'est juste ce qu'un homme politique m'a dit un jour. Et à sa mort, il me dit, le général Eyadema, c'est un grand politique et très intelligent. Je dis, mais pourquoi? Il dit, mais Eyadema a réussi à créer une opposition, à marginaliser, je sais pas, non pas ruiner, mais à contenir une opposition interne. Il a créé une opposition ou bien un opposant artificiel pour se maintenir au pouvoir. Il s'agit de Gilles-Christ Olympio. Il était artificiel? Il était artificiel, c'est-à-dire que... Mais c'est pas l'impression qu'on avait? Non, oui, mais les gens ne savaient pas la stratégie d'Eyadema. Il a fait en sorte que tous les gens, les populations, ceux qui l'aimaient, disent oui, Gilles-Christ, tout le monde criait Gilles-Christ. Oh, Gilles-Christ était de l'autre côté. Maintenant, l'opposition en interne, qui pouvait faire mal ou bien le bousculer au cours de son règne, était vampirisé, marginalisé, et la population également ne les considérait pas du tout. Pour la population, l'homme, le Messie, l'homme qui devait les sauver, c'est un certain Jésus-Christ. Et Jésus, alors qu'il est de l'autre côté, il est derrière, de l'autre côté de la frontière. Donc, il a réussi à maintenir cette situation. Et il a géré le pays sans problème jusqu'à sa mort. Voilà, on ne parle que de ses qualités, mais il avait beaucoup de défauts. Le général n'était pas un enfant de cœur. Certains opposants, voilà, effectivement. Pas un enfant de cœur. Il a forcément des gaffes. Il y a eu des gaffes. Si nous prenons peut-être la période de transition, ou avant même la transition, tout ça là, bon, il y a eu beaucoup de choses. Mais c'est qu'on ne peut pas vraiment... découler ici ces côtés totalement négatifs. Aujourd'hui, il n'est plus... Pour le respect de son âme. Pour le respect de son âme, il n'est plus... Voilà. Parlant bien ce que l'homme a fait de bien. Et puis, il était un acteur majeur aussi de l'Afrique. Il a résolu beaucoup de crises en Afrique. Et la crise ivoirienne, il a beaucoup tenté d'amener les deux protagonistes à s'entendre, à trouver une solution à leur guerre civile qui se profile. Et d'autres, encore, il y a eu beaucoup de médiations que nous avons. Et puis, il a fait du Togo un grand carrefour. Les grandes rencontres, les grands sommets, c'est à Lomé ici. Et ce qui avait fait que, entre-temps, après la douane, les impôts, c'est le tourisme qui rapportait beaucoup au budget de l'État. Donc, il avait fait de sorte qu'il avait créé une paix vraiment réelle que les touristes ou les Occidentaux avaient vraiment confiance. Et quand ils viennent au Togo, ils sont très à l'aise. Et puis bon, c'est ça quoi, il a essayé de faire ce que... à côté, nous ne disons pas qu'il n'y a pas de côté négatif, il y a aussi beaucoup de choses. Voilà, je vais proposer cette fois-ci encore d'avancer toujours dans les échanges. On va parler maintenant de ce sujet qui divise toute l'opposition. C'est ce fameux statut de chef de file de l'opposition, le CAR et bien d'autres partis ne cessent d'exprimer leur ras-le-bol, leur colère face à ce titre qui, selon certains responsables politiques, va diviser l'opposition. C'est l'impression que vous avez également à Tchaïbraï? Non, je n'ai pas cette impression. Si le décret d'application fixant les modalités et surtout les avantages et les obligations du chef de file de l'opposition a été pris en Conseil des ministres, c'est parce que c'était une exigence. Il fallait aller vers ce décret d'application puisque la loi même étant votée depuis 2013. Voilà. Donc, il fallait quand même... un décret d'application. C'est ce que le chef de l'État a fait. Bon, si ça divise l'opposition, je pense que c'est l'opposition même qui a voulu que ce décret d'application les divise. Sinon, je ne vois pas ce qu'il y a de mauvais à ce qu'on prenne un décret d'application
d'une loi qui a été votée à l'unanimité au niveau du Parlement. Bon, maintenant, le statut du chef de file de l'opposition, selon les tests, c'est que c'est le courant politique, ou bien disons plutôt le parti politique qui a, de l'opposition bien sûr, qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale. Cela revient de droit à l'ANC. Quand vous allez au Parlement et que vous comptez les députés, vous allez voir que, au point de vue numérique, c'est l'ANC qui a le nombre le plus élevé de députés. Donc c'est de droit que l'ANC soit, que le leader de l'ANC soit le chef de file de l'opposition. Cela ne doit pas amener des discussions. Quand j'entends des débats que certains soulèvent par rapport au CST, le CST n'est pas un parti à l'Assemblée nationale. On a bien dit les partis politiques à l'Assemblée nationale. Donc le CST n'est pas un parti à l'Assemblée nationale. Donc c'est un débat stérile d'après vous? C'est un débat stérile. Et voilà. Ceux qui le font à dessein. C'est juste pour créer la diversion au sein de l'opposition. Voilà. Parce qu'il y a quand même des sujets, des défis auxquels l'opposition doit faire face. Les défis notamment concernant les réformes constitutionnelles et institutionnelles, les défis concernant l'amélioration des conditions de vie des Togolais. Donc il faudrait plutôt orienter le débat vers ces approches, voir comment est-ce qu'on peut susciter le débat au point de vue national et comment rencontrer les autorités de ce pays pour qu'on amène le Togo vers ces chantiers. Vraiment. Mais quand on doit rester jaser, discuter et s'éterniser sur la question des chefs de file de l'opposition, je pense qu'on montre une certaine immaturité et à cette allure, j'ai bien peur pour cette opposition. Voilà, peur, oui, c'est la peur. Vous éprouvez également de la peur pour cette opposition? Quelle peur? Moi je dis au fait, au-delà de tout, c'est une loi normale, impersonnelle, et que demain quelqu'un d'autre peut profiter. Seulement là où je vois un point noir, c'est le rôle que ce parti ANC a toujours joué au sein de cette opposition. Vous vous rappelez, ils font croire que lorsque vous avez des avantages de l'État ou du gouvernement, alors vous êtes inféodé, vous n'êtes plus un opposant crédible, vous êtes allé pour manger et donc vous ne méritez pas ce qu'il vous faut. Et vous vous rappelez, quand après l'élection de 2005, Dossé Agnon est rentré au gouvernement, Dossé Agnon, membre de l'UFC. Je pense qu'il était le secrétaire général adjoint ou quelque chose comme ça. À la jeunesse de l'UFC, était rentré au gouvernement. Ils l'ont traité de tous les noms d'oiseaux, qu'il est allé pour manger. Après, lorsqu'on a signé l'accord de Ouaga, l'APG, et qu'il est prévu dans cet accord que l'opposition doit rentrer dans le gouvernement d'union nationale. Et ils ont préféré jouer les outsiders, et le cas était dans le gouvernement avec Agboiba comme Premier ministre. Mais au cours de cette législative, vous vous rappelez, ils sont allés sur le terrain dire aux militants que voilà, le CAR est allé pour manger. Le CAR, c'est un parti qui n'est pas crédible. Il est en connivence avec le pouvoir. Et ça a vraiment impacté le scrutin. Le CAR s'en est sorti avec 4 députés. Et quand l'UFC, nouvelle version, ça dit après le départ de l'ANC, enfin de Jean-Pierre Fabre et ses amis pour créer l'ANC, quand Gilles Christ a signé l'accord avec le gouvernement, c'est la même stratégie qui a consisté à peindre en noir cet accord, à traiter de tous les noms d'oiseaux. Maintenant que lui-même, il se retrouve pratiquement dans le même cas, puisque c'est un décret politique, c'est-à-dire c'est une loi, c'est vrai, mais il a fallu que le gouvernement prenne ce décret pour lui permettre d'avoir des avantages, notamment des accommodations au niveau des finances, de sa sécurité, d'un véhicule flambant neuf et tout ça là. Et il trouve que ça c'est bon. C'est très bon. Puisqu'il a même organisé une messe à cet effet pour demander à Dieu, merci de m'avoir donné ce beau cadeau. Parce que selon certaines informations, ce qu'il aura comme émolument s'élève à des millions. Voilà. Donc il n'est plus Jean-Pierre Fabre, le chômeur qui apporte il n'était pas chômeur avant. Il était chômeur. Il était chômeur, il ne travaillait pas. Voilà. Après qu'il a été député, d'accord. Voilà. Mais il travaille où? Il travaille dans quelle institution? Il travaille dans quelle... il travaille où? Nulle part, il était chômeur. Ce qu'il savait faire, c'est d'organiser des matchs
de protestation chaque samedi pour aller débiter les histoires dormir debout à la presse. Donc aujourd'hui, lui-même il se retrouve dans le bonheur, dans le beurre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, pourquoi je ne m'en prends pas à ceux qui l'attaquent? Puisque c'est ce qu'il avait fait. Et donc aujourd'hui, il vit ce que les avatars de sa manière de faire. Aujourd'hui même, beaucoup de militants ne se retrouvent pas. Voilà. Parce qu'ils se demandent, voilà. Mais notre leader, lui aussi, elle est allé pour manger? Non, effectivement. On ne sait pas, voilà, rapidement. Une petite précision pour dire que, vous savez, comme nous sommes des leaders d'opinion, nous devons dire ce qui doit être et non ce que nous pensons que les gens peuvent faire. Et c'est sur ce plan que je disais que la loi est claire là-dessus. Qui va être le leader de l'opposition? Et quand on fouille au niveau de l'Assemblée nationale, on voit que ce titre revient de droit à l'ANC. Donc il n'y a même pas polémiqué autour de là. Et mon confrère Alizou a bien fait de préciser que c'est une loi impersonnelle. Donc c'est fait. Et si l'agenda, tout le monde peut bénéficier de ça. Mais aujourd'hui, cela cadre avec M. Jean-Pierre Fabre. Et là, nous sommes d'accord là-dessus. Les émoluments aussi, que ce soit clair. Ce n'est pas une personne qui prend son argent pour donner à Jean-Pierre Fabre. C'est l'État togolais, c'est le contribuable qui va donner ses avantages. Les autres aussi, quand ils étaient allés, c'était le contribuable. Donc il faudrait que les gens ne soient pas une gentillesse de la part de quelqu'un à l'endroit de Jean-Pierre Fabre. Ou bien ce n'est pas ces émoluments-là, ce n'est pas pour appâter Jean-Pierre Fabre ou bien le mettre, comme on le dit, dans le sac de quelqu'un. Mais c'est l'État togolais et c'est la loi qui définit tout ça là. Donc c'est pas le monde qu'on fait à Jean-Pierre Fabre. Mais seulement, ce qu'il faut préciser, c'est que il faudrait que M. Jean-Pierre Fabre aussi se comporte de façon républicaine. Parce que c'est l'État qui lui confère ses avantages et en retour, il doit respecter aussi l'État. Voilà. Voilà. Il y a une autre question. Il me semble qu'il peut faire les avantages Non, mais en abandonnant les obligations. Ce sont des impressions. Ce sont des impressions. Depuis, il a dit. Non, ce sont des impressions. Si le président ne respecte pas l'article 114, et donc il n'est pas aussi exclu que Jean-Pierre Fabre aussi ne respecte pas les obligations. Voilà, ce qui me taraude un peu l'esprit actuellement. Ce qui est intéressant, c'est les avantages. Voilà, le chef de file de l'opposition. Et pour cela, au gardien, il met. On en vient, Général Dominique. Voilà, ce qui me taraude un peu l'esprit, c'est que le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, a adressé un courrier au chef de l'État dans lequel il demandait à ce que les réformes soient faites. Et il a posé beaucoup de problèmes, la libération des prisonniers politiques et bien d'autres sujets, le retour même à l'accord politique global. Mais aucun de ces points n'a été satisfait. Rien. En lieu et place de ces demandes, on nous adresse le statut, de ce fameux statut. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi pour le régime de jouer un peu avec l'opposition, de s'aimer cette zizanie? Parce qu'on a l'impression que ça marche avec cette confusion au sein de cette opposition actuellement. Bon, Zizani, non, la loi existait depuis, il fallait prendre le décret d'application. C'est une action stratégique. Et si le décret a été pris au moment où il a envoyé sa lettre au chef de l'État, bon... Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant qu'elle a été prise? Pourquoi tu voulais que ça soit avant? Ça peut être avant, mais parce que là, il y a quelque chose qui se pose là. Si c'était pas avant et que c'est maintenant, l'essentiel que c'est fait, c'est fait. Et le chef de l'État n'a pas que ça à faire. On la vient, voilà, effectivement. On n'a pas encore pris. Alors pourquoi en tant que journaliste, on doit s'interroger. Pourquoi à ce moment? C'est vrai que ça cadre avec sa fameuse lettre, mais je pense que... Non, mais il n'y a pas de rapprochement entre la fameuse lettre et le statut. Il n'y a pas de rapprochement. Je ne fais pas vraiment de rapprochement. Non, mais si c'était fait avant, à la veille de la présidentielle, on comprendrait. Là, on pourrait dire que c'est une façon aussi pour pouvoir l'endormir. Pour la voir. Mais comme c'est à la fin, il n'y a aucun enjeu devant nous. Non, il y a des enjeux peut-être. Pourquoi? Parce que là, il demande des questions. La question des réformes. La question des réformes est importante. Le chef de l'État ne dit rien. Il ne dit rien. Mais dans son discours. Dans son discours, il a dit. Ce sont des paroles intentionnelles. Non, ce n'est pas des paroles. Alors, pourquoi des actes alors? C'est un discours. Voilà. Il a bien dit dans son discours qu'ils vont aborder les réformes. Et il a parlé des élections locales également. Donc il a touché du doigt les réclamations ou les revendications de l'opposition. Oui. Mais son discours, c'est quand c'est pas le 2 janvier. Oui, aujourd'hui, on est le 5, non? Oui. Et qui te dit que jusqu'à fin février, mars, avril... Une question. Le président de la République avait dit ici au Togo, toujours dans le fameux discours, qu'une minorité s'accapare des richesses du pays. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas pointé du doigt cette minorité. Est-ce que ce n'est pas encore une déclaration intentionnelle? C'est la question que je pose en tant que journaliste. Oui, mais... Je pense qu'il faut éviter de faire un peu des rapprochements tendancieux que je trouve tendancieux. Parce que pourquoi tendancieux? Lorsque tu parles d'une minorité qui s'accapare, il a dit. Donc tu voudrais que, parce qu'il a dit le lendemain, il va prendre des gens, cette minorité dit. Bon, lui là, il fait partie de la minorité. Le bon sens le demande. Non, il est le premier responsable du pays. Ce qu'il a dit, il est lourd de sens. Il est en train de dénoncer la corruption.
Et donc aujourd'hui, la question qu'on doit se demander, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont sous verrou pour des cas de corruption? Mais c'est ça. Mais qu'est-ce s'il y a des cas. Est-ce qu'il y a des actions qui ont été posées dans ce sens? Il y a des actions. Quelles sont ces actions? Comment il n'y a pas d'action? On n'en voit pas. Le dernier en date, c'est le consul Sessou. Pour abus de confiance, il est actuellement en prison. Vous allez me dire que c'est une grosse pointe du parti uni. Voilà. Mais parce qu'il y a cas de corruption, il est là-bas. C'est pas des règlements personnels? Bon, justement, à tout moment, c'est la même. C'est comme le cas Pascal Bodiona, par exemple. Voilà. Bon, les gens, tout le monde dit, bon, c'est ici, c'est... Oh, si peut-être on ne l'avait pas arrêté, on a dit, voilà, c'est parce qu'il est un proche du chef de l'État. Le cas Bodiona, le dossier est vide, hein, parce qu'on ne trouve rien. En tout cas, moi, je dis... Le dossier est vide comme Bodiona. Ce qui est clair, la question est de se demander, alors vous voulez qu'on arrête qui dans ce cas? Puisque quand on arrête telle personne, on dit, ah, ça c'est un règlement de compte. Oui, mais il faudrait que les arrestations se font avec des preuves, non? Des preuves avec des arguments solides. Oui, je pense que c'est sur ce point que nous allons peut-être que le débat va devenir intéressant. Parce que si vous suivez un peu le discours du chef de l'État, il a dit qu'on va lutter cette année, on va lutter contre la corruption avec méthode. La méthode voudrait dire quoi? C'est le cas Soussou, le cas Soussou. Non, pas ça. Non, la méthode voudrait dire que on va faire les audits, on va faire les investigations nécessaires et on arrêtera les gens sur la base des preuves, sur la base des éléments dont on dispose. C'est comme ça se fait. Quand il disait qu'une minorité s'accapare des richesses du pays au détriment de la majorité, c'est qu'il était conscient du fait qu'il y avait quand même ce bicéphalisme au sein de la société. Il y avait d'un camp une minorité et de l'autre une majorité et des actions ont été entreprises. Et lesquelles? Si je vous donne le cas par exemple de l'OTR, vous savez que par le passé on avait toujours crié qu'il y avait quand même une régie là, financière où la responsable ou bien le responsable pouvait faire disparaître les recettes de tout un mois. Voilà, et mec, avec la création de l'OTR, on n'a plus ça. Les douaniers qui partaient à la maison avec des sacs, avec des paniers de billets de banque, mais ça n'existe plus. Même au niveau même des marchés publics, il y a la RMP qui a été créée maintenant pour éviter les gré à gré, parce que c'est au niveau des gré à gré qu'il y a toujours les détournements, la corruption et les rétrocommissions. On va espérer donc il y a quand même des actions qui ont été menées. Voilà. Quand je reviens sur le plan réforme constitutionnelle et institutionnelle, le chef de l'État a parlé d'une commission qui devait réfléchir sur les réformes à proposer à notre pays qui soient en adéquation avec les mœurs, l'histoire et aussi la sociologie. N'oubliez pas que nous sommes un peuple dynamique et qu'il y a beaucoup d'évolutions, il y a des changements sociaux. Donc il faudrait quand même que ce soit des réformes qui tiennent compte de tous ces paramètres. Donc le chef de l'État a dit que cette commission va prendre corps cette année. Ça voudrait dire qu'un travail sérieux se fera et je pense que la lettre de on reviendra peut-être. La lettre de M. Fabre, on reviendra. C'est inscrit dans l'ordre normal de l'opposition. La lettre de M. Fabre, c'est dans l'ordre normal de l'opposition. Il doit rappeler le chef de l'État vis-à-vis de ses engagements. Oui, mais le bon sens voudrait au moins qu'il réponde c'est-à-dire aux problèmes posés dans cette lettre. Mais est-ce que le travail ne se fait pas? Est-ce que le travail ne se fait pas? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que le travail ne se fait pas? Et actuellement, il aura publié. C'est le service de la communication. Peut-être qu'il n'a pas encore reçu. Voilà. Mais sûrement parce qu'à chaque fois qu'il a adressé des courriers au chef de l'État, il a réagi. Il a toujours dit en tant que chef de file de l'opposition. Maintenant, il est confirmé. Et je pense qu'il va beaucoup agir dans un cadre beaucoup plus légal. Il est devenu une institution. Voilà. Nous attendons le voir le 27 avril prochain, assis à côté de Assouma, Tozoum et autres là, en tant que... Voilà, revenons un peu même sur cette guerre. Institution. Voilà, moi je veux qu'on revienne un peu même sur ce point-là. Comment comprendre peut-être l'attitude du CAR et des autres partis par rapport à ce statut du chef de file de l'opposition? Non, vous savez, il y a toujours eu cette guerre de leadership au sein de l'opposition. Et à chaque fois qu'il y a quand même quelque chose qui touche loin, il faut tout faire pour le détruire, il faut tout faire pour le descendre. Je pense que c'est ce qui se passe actuellement. Et l'opposition est toujours divisée et tout le monde le sait, c'est les égos personnels. Si c'est celui-ci et pas moi, donc il faudrait que l'entreprise échoue. C'est ce qui a fait que Yadema même avait tiré profit de cette guerre-là. Ça fait que Yadema a régné, il n'a jamais été inquiété. On a l'impression que le président Faure en tire également profit. Le chef de l'État est beaucoup plus moderne. Et si vous voyez un peu sa façon
de faire et comment il agit, on sent qu'il lâche des passerelles. Mais il faut être intelligent pour pouvoir savoir que le chef de l'État a lâché des passerelles et qu'il faut s'inscrire dans une démarche républicaine. Mais il en tire également profit de cette division de l'opposition. Il en tire la dernière présidentielle. Je pense qu'il est beaucoup plus déçu. Voilà. Il est beaucoup plus déçu de cette attitude de l'opposition. Pourquoi déçu? Parce que ça l'arrange. Non, la marque qu'il voulait imprimer à ce pays, je pense que l'opposition ne joue pas le rôle pour que les choses aillent véritablement vers l'avant. C'est pourquoi vous allez voir que dans le conseil, dans la nomination, la constitution du gouvernement dernier, il y a eu des castings qui sont revenus. Si l'opposition était beaucoup plus ouverte, je pense qu'on aurait beaucoup plus avancé et les choses iraient mieux. La situation actuelle profite au chef de l'État. En quoi ça profite au chef de l'État? Aujourd'hui, cette opposition a été toujours comme ça. Vous prenez le dernier scrutin présidentiel dans la dernière élection. Mais au moment où d'autres appelaient au boycott, d'autres affûtaient leur arme. Or, avant, à l'unisson, ils marchaient, ils chantaient, pas de réforme, pas d'élection. Voilà. Et subitement, Jean-Pierre Farah a fait volte-face pour emprunter le chemin de l'élection. Et le cadre en bon, donc vous allez ou bien vous avez eu quelque chose, c'est pourquoi vous allez. Donc il y a eu cette guerre au sein de l'opposition et qui continue. Et si le cadre fustige ce décret, ou bien la façon dont l'ANC ou Jean-Pierre Farah accueille à bras ouverts ce joli décret, ce joli décret, alors les autres se disent non. Que le statut de l'opposition, en tout temps, et tous avaient critiqué certains passages. D'ailleurs, au début, même les reliquats de députés de l'ANC à l'Assemblée n'avaient pas voté pour. Parce que tous pensaient que la loi était personnelle, fabriquée pour donner à Gilles Christ-Solé. Maintenant, c'est lui, Jean-Pierre Farah, qui bénéficie des avantages, des largesses. Et il est même allé à l'église pour prier pour ça. Pourquoi cet aspect? Voilà. C'est dit que c'est très important. Sinon, il ne peut pas aller devant Dieu pour dire Dieu merci beaucoup pour ça. Dominique Alizou, on va aborder la dernière ligne droite de cette émission. On va parler à présent du sport avec le congrès électif qui se prépare à la Fédération togolaise de football. Vous le savez, notre sport a du plomb dans l'aile. Nous espérons peut-être que ce nouveau changement avait déjà l'adoption des tests, qui est une bonne chose. Maintenant que l'élection va apporter un nouveau souffle au football togolais. Oui, nous l'espérons. Il faudrait que le ballon recommence à rouler sur les stades parce que il y a longtemps, on n'a plus assisté au championnat de première division, de deuxième division, et ainsi de suite. Et le peuple togolais s'ennuie. J'ai suivi un reportage fait par notre confrère Noël Tadignon, vraiment la situation des joueurs, des footballeurs, vraiment les locaux, surtout les locaux, oui. Puisqu'il n'y a pas de faute de championnat, certains se sont reconvertis en Zémidjan, d'autres en vendeurs ambulants de fonds milk, certains sont devenus des aides-maçons. C'est des talents qu'on est en train de tuer. Donc il faudrait quand même que les choses se normalisent. Je pense qu'avec ce congrès électif, on aura un nouveau président. Mais là, le problème qui se pose, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'à la Fédération togolaise de football, il y a eu des crises successives? C'est parce qu'il y avait manque de rigueur, manque de sérieux. Il n'y avait pas, celui qui incarnait la fédération n'avait pas le sens de l'honneur. Parce qu'avoir le sens de l'honneur, c'est ne pas aller comploter avec l'équipe adverse. C'est ne pas aller vendre le match des éperviers. C'est ne pas ouvrir le stade de Kégué aux ennemis. Vous comprenez? Donc, il faudrait avoir tous ces, comment l'appelle-t-on là, toutes ces qualités pour pouvoir diriger le football. Et le renouveau du football que nous voulons sur la terre de nos aïeux doit être incarné par des gens qui possèdent ces valeurs. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a une majorité des Togolais. J'ai dit bien une majorité. J'ai bien fait mes investigations. La majorité des Togolais voudraient que ce soit un corps habillé qui a d'abord le sens de la discipline, le sens de l'honneur et le sens du travail bien fait. Et je pense que c'est... Est-ce que le corps habillé va apporter vraiment un second souffle? Oui, si on prend un peu l'histoire... Il faut un bon manager. Non, quand on prend l'histoire du football, c'est sous le corps habillé que le Togo a fait des prouesses. Est-ce qu'ailleurs ça se passe comme ça? Mais au Niger, actuellement, c'est un colonel qui est à la tête de la fédération. Oui, mais quand nous prenons par exemple des pays, des nations de football africaines, ce ne sont pas des trucs. Oui, mais peut-être que dans ces pays, on a des hommes de valeur. Effectivement. Mais ici, si on a à la place des hommes de valeur, des businessmen
qui sont prêts à aller négocier des matchs sur le dos du pays. Mais ce ne sont pas des gens il faut un homme de charisme. Un homme de charisme, un homme surtout qui a le sens de l'honneur, c'est-à-dire le sens patriotique, qui a cette fibre patriotique pour pouvoir défendre les couleurs nationales. Parce que c'est ces gens-là qu'il faut pour notre pays. Même si c'est les aventuriers, ces businessmen-là qui courent de gauche à droite pour prendre la fédération, pour pouvoir monnaie après tout les projets Gaulle, les projets de la FIFA. Est-ce qu'on peut trouver cet oiseau rare au sein des forces armées? Lorsque nous voyons la liste, les trois listes, la liste conduite par le colonel Akovi, je pense que c'est une très bonne liste. Voilà. Il faut le dire, il faut le reconnaître parce que quand il était préfet de Badou, il a amené Okiti en première division. Il a été, actuellement il est le... C'est pas un novice? Non, c'est pas un novice de Dito. C'est parti, du comité directeur de Dito, un club militaire. Un club militaire. Je pense que, comme l'a dit mon confrère, si nous prenons l'histoire de la fédération, quand les militaires étaient aux commandes, mais le football togolais allait bien. Se portait très bien. On était qualifiés à des cannes. Même le colonel Roch Balaké nous a menés au mondial. Et les civils là se sont ligués contre lui pour prendre. Mais malheureusement, quand ils ont pris, on a vu. Tata est blessé, à peine il a fait 1 an. Et Ameyi prend le projet Gaulle, qui est un investissement dans les infrastructures, a été converti en liquidité. Et quand ça tombe dans un compte, là, ça disparaît, sans trace. Et le football est dans cet état. Donc, je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous voyons les trois listes, moi, je me dis que la liste Akovi doit être, si les votants, les faiseurs de roi, parce que n'oublions pas que c'est les mêmes votants qui sont encore là. C'est les mêmes. Et ces votants-là sont toujours instrumentalisés par des groupes bien organisés. Alors si je me dis ces votants doivent vraiment prendre la mesure de la chose pour permettre à ce que le football togolais soit relancé. Et les jeunes qui traînent, qui sont à la maison, qui ne foutent rien, et vraiment qui perdent, nous sommes en train de perdre des talents. Et la dernière fois, le Chan qui est en phase la phase finale aujourd'hui. Mais pourquoi le Togo a des capacités? Mais malheureusement, pas de championnat. Et donc tout ça là, nous sommes... C'est le cas avec les femmes aussi, la CAN des femmes. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut véritablement que cette élection puisse dégager un vrai patriote qui peut vraiment avoir à cœur de hisser très haut le football togolais. Moi, je me dis, celui qui peut encore une fois nous amener au mondial prochain. Ça, c'est très important. Voilà. Merci à vous, Dominique Alezo, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Chronique de la Semaine. Merci également à vous, Acha Ibrahim, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Merci à la maison de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un tout nouveau numéro de votre émission Le Point. Au revoir.